Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité a toujours été passionné par l'automobile, mais s'il s'est essayé au pilotage, c'est avec des crayons qu'il a pu exprimer cette fascination. D'abord en travaillant au studio Jean Graton, où il a planché sur la fameuse BD Michel Vaillant, puis pour son propre compte. Il crée aujourd'hui de superbes visuels qui mettent à l'honneur la vitesse, le soin du détail et les jeux de lumière sur les belles carrosseries. Son talent lui a ouvert des portes, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il a récemment eu l'honneur de collaborer avec l'immense Jackie X. Mon invité, c'est l'illustrateur Guillaume Lopez. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Ça va bien ? Oui, ravi de... Écoute, merci, je suis flatté déjà de ton invitation. Oh bah écoute, c'est tout naturel. On s'était rencontrés brièvement sur une opération BMW où tu m'avais fort aimablement dédicacé un de tes dessins, que j'ai toujours, qui est affiché d'ailleurs chez moi dans le couloir de mon appartement. Ça date pas d'hier, je pense que c'était pour la sortie de la BD Le Mans de Steve McQueen. Non, je pense que c'est antérieur encore, ça doit faire, ouais, je sais pas, doit faire plus de 10 ans. Hein. Bon, okay. Mais elle est là, et je l'apprécie toujours. Bon alors, donc c'est moi qui te remercie d'avoir accepté cet entretien. Je sais que tu as un planning chargé, donc j'apprécie d'autant plus. Non, mais avec plaisir. Je me suis un peu documenté sur toi, évidemment, avant qu'on fasse cet entretien. Et j'ai appris qu'avant de t'essayer au crayon, tu t'es essayé au pilotage. En fait, c'est pas très original, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que les 3/4 des gens qui gravitent dans le milieu de l'automobile et du sport automobile en particulier ont tous eu envie d'être pilotes à la base. Après, ils sont ingénieurs, ils sont designers, ils sont tout ce qu'on veut, mais il y en a quand même beaucoup qui voulaient être pilotes. Ouais. Donc c'était mon cas. C'est ce qui me passionnait depuis toujours et la vocation a aussi été comment dire, appuyée à la lecture de Michel Vaillant. Hein. Oui. C'est vrai forcément. Que ça, Michel Vaillant a suscité beaucoup de vocations et je fais partie de ces gens-là. Donc le parcours à cette époque-là des écoles de pilotage. Qu'on avait en France, les fameuses écoles Winfield, ouais. Dont beaucoup de pilotes, nos grands pilotes français sont sortis. Bien sûr. Donc l'école de pilotage de Manicourt, où j'ai pas fait des étincelles, hein, mais en même temps j'avais jamais rien fait avant, quoi. Pas de karting, rien du tout. T'as démarré à quel âge ? À 18 ans, j'avais mon permis en poche, juste mon permis, tu vois, et je fais l'école, donc je suis pas allé très loin, mais bon. T'avais qui comme copain de classe ? Cette année-là, c'est Dominique Dupuis qui a gagné. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais les autres, je me souviens pas trop, mais après, j'ai un petit peu persévéré, on va en parler, j'avais d'autres copains plus connus. Oui. Non, mais en fait, ce qui était fou, c'est que tu sors du permis de conduire, donc en gros, tu sais pas conduire. Quoi. Ah, c'est clair. Et tu montes dans une monoplace, et moi, j'avais toujours rêvé d'être là, quoi. Et tu montes dans la voiture et tu te dis, waouh, mais je vais jamais pouvoir aller vite avec ça, quoi. C'est un truc, t'es sanglé dans ton cockpit, ça te fait peur, quoi. C'est super intimidant. Ouais, carrément. Bon, puis après, c'est vrai, à force de rouler, tu t'habitues quand même. Et puis les instructeurs étaient super, hein. J'avais en l'occurrence Jean Messaoudi, Daniel Boine, le directeur de l'école était Pierre-François Rousselot à cette époque-là. Donc, je sais pas si ces noms te disent quelque chose, mais bon, enfin, c'était vraiment chouette, mais voilà, cette première expérience m'a pas mené très loin. J'ai persévéré un petit peu après, et notamment avec le volant Marlboro. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ça. Ça, le volant Marlboro, il y a des pilotes qui sont sortis de là, qui sont Michel Ferté, Yannick Dalmas, Pierre-Henri Raffanel. Ouais. Ça, c'était super parce que ça coûtait rien. C'était gratuit.
Oui, parce que Winfield, ça coûte un peu des Winfield, ronds quand même. il fallait économiser. Mais Winfield, c'était une école. Ouais. Tu apprenais des choses. Ouais, Tu y allais. C'était un stage, quoi. Tu y allais plusieurs journées. C'était, je sais pas, 5 ou 6 jours qui étaient répartis sur plusieurs mois. Et à la fin, il y avait un concours entre tous les élèves qui étaient passés là. Marlborough, c'était différent. C'était un concours gratuit. C'était pas une école. Tu avais rendez-vous sur le circuit et là, tu montais dans la voiture et puis Il ils fallait prouver ce que tu étais capable de faire. Voilà, c'est ça. C'était assez sympa parce que ça commençait par une première sélection où tu montais dans l'auto, tu prenais le volant et à côté de toi, tu avais un pilote de renom. Chevronné. Ouais, pour t'évaluer, quoi. Moi, le premier pilote à côté duquel je monte, c'est Jean-Pierre Beltoise. Oh là là. T'emmenais pas large. T'emmènes pas trop large. Et donc, là, il y avait beaucoup de candidats. Hein. Il y avait plusieurs journées de sélection sur différents circuits en France. Chaque jour, il y avait 200 candidats et chaque jour, ils en gardaient un seul. Ah ouais. Et il y avait une dizaine de journées comme ça, donc en gros, 2000 candidats sur l'année. Et à la fin, il n'y en a plus qu'un qui reste, quoi. Donc moi, je suis allé au Castellet et donc j'ai fait cette journée de sélection où j'ai rencontré Jean-Pierre Beltoise. J'ai surtout rencontré Alain Ferté. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose, Alain Ferté, mais c'est quand même un sacré pilote aussi. Pendant longtemps, il avait le record du Tour aux 24 heures du Mans. Oui, il m'a montré quand même pas mal de choses, Alain. J'ai eu aussi Pierre-Henri Arfanel qui m'a montré des choses. Et j'ai passé au fur et à mesure les sélections de cette journée. Et sur les 200, c'est moi qui ai été retenu. Oh. C'était pas mal déjà, wow. J'étais content. Ma petite heure de gloire. Tu vois. Mais voilà, j'ai été retenu pour cette journée, mais il y avait une dizaine de journées. Donc à la fin, on est 10 ou 12 candidats pour la finale. Et là où ça devient intéressant, c'est parce que tu me parlais de mes petits voisins. Et là, dans mes petits voisins de finale, il y avait Jean Alési. Ouais. Il y avait aussi Jean-Marc Gounon. Ouais. Et puis, je sais plus... Jacques Gouchot, puisque c'est lui qui a gagné cette année-là. Il est moins connu, Jacques Gouchot, mais il a fait quand même un beau parcours. Voilà, donc c'est ma petite heure de gloire, mais ça s'est arrêté à la finale du volant Marlborough, quoi. Oui. Après, voilà, peut-être que j'étais peut-être pas assez fou pour persévérer comme certains qui ont tout misé là-dessus et qui même hypothéquaient leur maison ou tout ce qu'on veut pour... T'avais ta famille derrière toi qui te soutenait. Est-ce que t'as grandi dans une famille de passionnés ? Pas du tout, pas du tout. C'est étonnant de se demander d'où sortent ces vocations comme ça. Parce que moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné de voiture, mais personne dans ma famille... L'été, tu vois. Jamais on m'a emmené voir une course. Comment tes parents te voyaient, enfin te considéraient quand tu te lançais dans un truc comme ça ? Enfin, j'imagine. Mes parents, ta mère devait être morte de trouille. Pas spécialement. Non, ils étaient, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils réalisaient regardaient ça un peu de loin. Je sais pas comment ils prenaient ça. J'ai passé le bac, mais après j'ai pas fait d'études. Parce que je disais que je voulais être pilote, voilà. Mes parents... Ils étaient cool. Ouais, ils m'ont pas poussé en me disant non, faut absolument que tu fasses des études. Passe ton bac d'abord, ouais. J'ai passé mon bac et puis c'est tout, quoi. Et après, c'était un peu dans la nature, quoi. Moi-même, je savais pas ce que je voulais faire. Enfin, si, être pilote, mais j'avais bien conscience que c'était fallait que tu très fasses ton compliqué. Il aurait vraiment fallu que je fasse des années de karting avant, tu vois. On sait bien comment c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai fait des années de karting, mais après. Ouais. Et là, je me suis rendu compte de ce qui m'avait manqué, en fait. Tu vois, c'est quand tu as fait des années de karting. Après, je suis remonté dans une monoplace et là, j'étais beaucoup plus à l'aise parce que tu acquiers des tas d'automatismes que tu peux pas avoir quand tu sors du permis de conduire, quoi. Ouais. Donc voilà, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, mais il aurait fallu que j'avais pas assez d'expérience. Bon, écoute, c'est à ce moment-là, quand je fais ces concours de pilotage, etc., que je rencontre Jean Graton.
Et... Enfin, là, faut que tu nous expliques, parce que quand tu dis « je rencontre Jean Graton », oui, tu l'as pas croisé dans le métro, quand même. Non. En fait, c'est vrai que... faut quand même... T'as un peu forcé le destin, quand même. Ouais, dans la vie, il faut quand même provoquer les choses. J'étais fan de Michel Vaillant, comme je te l'ai dit avant. C'est ça aussi qui m'a donné le goût de la course. Donc j'étais très fan de Michel Vaillant. J'aimais beaucoup la BD et Michel Vaillant en particulier. Donc Jean Graton était un peu une idole pour moi. Forcément. Et donc j'aimais bien dessiner aussi. Et je dessinais des voitures, j'aimais bien le style de Jean Graton. Donc j'essayais d'imiter ce qu'il faisait. Et je suis allé montrer mes dessins... à Bruxelles. Oui, au rédacteur en chef du journal Spirou. Oui. Parce que la BD, ça se passait là-bas, la Mecque, à cette époque-là. Ouais. Et qui m'a reçu gentiment en me disant « Écoute, ce que tu fais, c'est pas mal. Je te propose, si tu veux, de venir passer le temps que tu veux à la rédaction du journal. Il y a des chambres à l'étage. Tu prends une chambre et tu restes le temps que tu veux. » C'est incroyable. C'est incroyable. Donc tu avais 18-20 ans ? Exactement, ouais. J'avais 18 ans. Ouais, 18 ans, 19, je sais plus. Ouais, 18-20 ans. Incroyable. Je sais pas si ça pourrait arriver encore maintenant. Bon, bref. Bah donc, je dis ok, j'y vais. Et puis je passe 2 mois là-bas, dans la chambre, au-dessus de la rédaction. La rédaction, si tu veux, tous les jours, il y avait des dessinateurs qui passaient. Tu rencontrais tes idoles. Je connaissais, je rencontrais plein de monde. Et puis grâce à ce rédacteur en chef, il m'a ouvert son carnet d'adresses et quasiment chaque jour, je prenais rendez-vous avec un dessinateur. Parce qu'ils étaient un petit peu tous à Bruxelles. Ouais. Et j'allais voir les dessinateurs que j'aimais pour leur demander des conseils, leur montrer ce que je faisais. C'était dingue en fait. C'est génial. Toutes les... Noël tous les jours. Ouais, tous les gens que j'adorais, ça m'ouvrait la porte, quoi. Je prenais rendez-vous, j'allais les voir. Donc je sais pas si tu connais un petit peu la bande dessinée, mais j'allais voir le dessinateur de Ricochet, j'allais voir Herman qui faisait Bernard Prince, tous ces trucs de l'époque que j'adorais. Et puis évidemment, j'ai pris rendez-vous avec Jean Graton. Donc là, le moment fort. Là, c'est tu rencontres le pape. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Et je vais montrer mes dessins à Jean Graton. Et puis il me reçoit, il me dit, écoute, c'est pas mal ce que tu fais. Il me donne quelques conseils. Et il me dit, reviens dans un an me montrer si t'as progressé. Voilà. Dans quel état t'étais quand t'es sorti de la pièce ? T'étais sur un nuage, oui, tu réalisais pas. Tu rencontres ton idole et en plus chez lui, dans son studio, là où il travaille, il m'a sorti des tas de planches originales. Enfin, oui, t'as envie de te pincer un peu, quoi. Et il te dit surtout, c'est pas mal ce que tu fais. Ouais, mais après, tu vois, juste comme ça, c'est pas mal. Voilà, reviens me montrer ce que tu fais dans un an, voilà. Quelque chose de unique, c'était pas un gars qui avait le compliment facile. Non, mais c'était vraiment... j'avais l'impression que c'était... voilà, c'est sympa. Comme il aurait dit à n'importe qui, reviens me montrer ce que tu fais, quoi. Bon, moi, je me suis pas démonté. 1 an après, j'y retourne. Bah oui, tu m'étonnes, j'aurais fait pareil. Et avec tous les conseils que j'avais récoltés pendant ce séjour à Bruxelles, sans même toucher un crayon, j'avais fait beaucoup de progrès, en fait, avec tout ce qu'on m'avait expliqué. Et donc 1 an après, je retourne voir Jean Graton avec des nouveaux dessins. Et il me reçoit encore et il me dit, écoute, ouais, c'est bien, t'as bien progressé, c'est pas mal. Donc il me redonne quelques conseils. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et moi, j'y allais pas pour autre chose d'ailleurs. Sauf que 3 jours après, le téléphone sonne et il me dit, c'est Jean Graton. Écoute, j'ai vu ce que t'as fait, c'est pas mal du tout. Clovis s'en va. Clovis qui dessinait les voitures pour lui s'en va. Est-ce que ça t'intéresse de le remplacer ? Ouais, j'ai 21 ans et t'as une sorte d'idole qui te demande si tu veux bosser avec lui. Alors que moi, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, tu vois. Oui.
J'avais juste mon bac. 3 jours avant, t'étais ressorti du truc en te disant bah ok, et maintenant ? Voilà. Donc là, tu te dis... je lui ai dit... Non, je lui ai pas dit, je vais réfléchir, je me rappelle. Ouais, à 20 ans, le bluff, je sais pas si t'es encore bien pour ça. Voilà. Mais en même temps, si tu veux, tu dis oui, évidemment. Oui. Mais là, tout d'un coup, t'as un gros stress sur les épaules, hein, parce que... Il faut pas se rater, quoi. Ouais, c'est ça. D'autant plus qu'à cette époque, les planches de bande dessinée, c'était à l'angle de Chine sur du papier, et avec Jean Graton, on dessinait sur la même planche. C'est-à-dire que lui, Jean, il dessinait ses personnages, qui étaient super bien faits, et après il me passait la feuille, et à toi de jouer. Et là, c'est à l'angle de Chine, et t'as pas trop intérêt à te rater, quoi. Ah, tu m'étonnes, à l'angle de Chine. Donc super, mais grosse pression quand même. La goutte de sueur. Ouais. On était 3 en fait. Il y a Christian Lippens aussi à cette époque-là, qui était le dessinateur qui réalisait les décors. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'y connais pas grand-chose, et je pense que les auditeurs pas forcément non plus. C'est très segmenté, chacun a son rôle, en fait. Oui, en fait, la plupart des bandes dessinées, tu as un dessinateur qui fait tout. Hein. Ouais. Mais pour le cas de Michel Vaillant, Jean Graton faisait les personnages et le scénario aussi. Ouais. Et puis il y avait un dessinateur qui faisait les décors et un autre qui faisait les voitures et tous les engins mécaniques, voitures, motos, D'accord. avions. Donc c'était mon rôle. Je succédais à Clovis qui faisait ça avant. Et il est vrai que Michel Vaillant, il y a beaucoup de travail. Quand tu regardes par rapport à une BD classique, tu regardes les voitures, les foules, les décors, les tribunes, tout ça. Tout seul, c'est quand même un travail de fou. Donc là, on se le partageait à 3. Voilà, donc écoute, c'était super, quoi, parce que... Donc je commençais à travailler avec Jean, et puis là, je continuais encore un petit peu mes écoles de pilotage, et là, il y a des portes qui s'ouvraient quand même, parce que Jean, il avait un carnet d'adresses de fou. Donc je lui dis, je vais faire le vol en Marlboro. Je ne l'avais pas encore fait quand j'ai commencé à travailler avec lui. Il me dit, bon, très bien, mais t'as un casque ? Bah non, j'ai pas de casque. Bon, bah il prend son téléphone, il appelle GPA à l'époque, et GPA, bon, est-ce qu'il serait possible d'avoir un casque pour mon collaborateur ? Oui, pas de problème. Qui vienne nous voir avec le dessin de son casque, on va lui faire à ses couleurs. Ah oui. Tu vas faire le volant, mais tu t'es pas entraîné. Tu t'entraînes comment ? Bah non, je m'entraîne pas. Il prend son téléphone, il appelle Ford, parce qu'à l'époque, le volant Marlboro, c'était sur des Ford XR3, et après des Fiesta XR2. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une voiture de prêt pour quelques jours pour mon collaborateur ? Incroyable. Bah voilà, donc... il t'avait pris sous son aile, littéralement. Oui, donc ça y est, j'ai une Ford pour aller faire quelques tours sur un circuit pour me préparer un minimum. Ouais. Donc tu vois, c'était quand même, c'était pas juste dessiné pour Michel Vaillant, c'était tout ce qui allait avec, quoi. Après, on a fait rapidement un album qui se passait aux 24 heures du Mans. Bon ben voilà, je pars avec Jean aux 24 heures. J'avais jamais mis les pieds sur le circuit du Mans. Donc je pars avec lui dans des conditions, tu imagines, où tu as accès à tout. Ouais. Surtout à l'époque. Ouais, c'est pire maintenant, je crois, mais... Bref, tu vois, c'était quand même assez fou, quoi. Oui, parce que du coup, c'était du travail de documentation que vous faisiez aussi. Oui, on allait sur les circuits beaucoup pour prendre des photos, pour se documenter, ce que je fais toujours d'ailleurs. Hein. C'est avec Jean que j'ai appris à faire ça, pour faire quelque chose des dessins réalistes. Il y a une grosse documentation derrière. Une documentation sur les voitures, bien sûr, mais sur tout ce qui va avec, sur les circuits, sur la piste. C'est ça qui permet de faire des choses réalistes. Hein. Et c'est pour ça que Michel Vaillant est si réaliste, d'ailleurs. Donc, dessiner pour Michel Vaillant, si tu veux, c'était quand même assez chouette. Puis j'ai appris plein de choses à ses côtés, parce qu'il avait un talent incroyable. Voilà comment ça a commencé. En fait, mon premier travail de dessinateur, c'est Michel Vaillant. Pas mal. C'est pas mal. Je me sentais presque un peu illégitime, si tu veux, mais
Et puis, dans mes premiers dessins, Jean, il m'a laissé passer des trucs. Moi, quand je les vois maintenant, je me dis, mais c'était pas terrible, quoi. Mais bon, voilà. J'ai pas fait d'école, mais j'ai fait l'école Jean Graton. C'est pas mal. C'est une bonne école, quand même. Ouais, c'était pas mal. Du coup, t'es resté combien de temps au studio Jean Graton? Bah écoute, je crois que je suis le plus vieux collaborateur, hein, le plus fidèle, parce que je suis resté 20 ans. Ouais. 20 ans et une vingtaine d'albums. Ouais. C'est un gros rythme. Hein. Ouais, alors ça m'occupait pas à plein temps, hein, quand même. Ouais. Un album m'occupait pas à plein temps, ça prenait peut-être à peu près 4 mois dans l'année. Ouais. Mais voilà, ça me permettait petit à petit de faire d'autres choses à côté. D'autres travaux de dessin, de publicité, qui, faut le dire, hein, c'est la carte de visite Michel Vaillant, hein, qui m'ont aussi permis de faire des choses comme ça, parce que quand tu es jeune dessinateur et que tu appelles des agences de communication ou des constructeurs, les services de com, pour avoir rendez-vous, pour montrer ce que tu fais, on ne te reçoit pas forcément. Hein. Ouais. Par contre, quand tu dis je dessine pour Michel Vaillant, venez me montrer ce que D'un vous seul faites. coup, on t'écoute, ouais. Ouais, c'est différent. Même si tu débutes, mais je me souviens d'un cas vraiment qui illustre ça chez BMW France. À l'époque, c'était Jean-Michel Juchet qui s'occupait de la communication. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. Il nous écoute d'ailleurs, je pense. Adorable, j'adore cet homme. Gentil comme tout. Et je l'appelle et il me dit écoute, j'ai besoin de rien en fait, donc c'est pas la peine qu'on prenne rendez-vous, quoi. Et puis comme j'insiste et qu'il est très gentil, il me dit oui quand même. Il me dit ok, venez, ok. Et donc je viens, je lui montre ce que je faisais. Et il avait besoin de rien, hein, mais à la fin du rendez-vous, il me passe une commande. À cette époque-là, il s'occupait de la communication des courses automobiles pour BM, notamment... Mon classique, Non, c'était le Super Tourisme et le Trophée Andros. Ah d'accord, ok. Et donc, on a fait plein de choses ensemble, finalement. Et pendant des années. Donc... tu vois, je pense que si j'avais pas travaillé pour Michel Vaillant, ça aurait été plus compliqué. Ouais. Voilà. Et maintenant encore, j'ai travaillé 20 ans pour Michel Vaillant, mais là maintenant, ça fait 20 ans que je ne travaille plus pour Michel Vaillant. Et quand on me parle de mon travail, comme c'est le cas aujourd'hui avec toi, on parle encore de Michel Vaillant, alors que ça fait 20 ans que je ne fais plus rien pour eux. Ah oui, mais tu vois, on repasse ton là, parcours en revue, donc c'est normal, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à quitter le studio de Jean Graton ? Parce que c'est vrai que j'avais de plus en plus de travail à l'extérieur, et puis au bout de 20 ans, tu as un petit peu fait le tour aussi, et puis Philippe, le fils de Jean, qui avait repris un peu tout ça en main, parce que Jean, au bout d'un moment, il dessinait plus parce qu'il commençait à se faire un petit peu âgé, donc il a passé la main. Il a passé la main à des jeunes dessinateurs, et Philippe, à ce moment-là, voulait réunir tout le monde à Bruxelles dans un studio où tout le monde travaillerait. Parce que moi, quand je travaillais pour Jean, j'étais chez moi, en fait, de Paris, hein, et on s'envoyait les planches par courrier. Donc moi, aller travailler à Bruxelles, si tu veux, ça n'avait pas d'intérêt pour moi, c'était compliqué, je pouvais pas aller en plus m'installer à Bruxelles pour travailler que quelques mois. J'avais d'autres choses ici à Paris qui m'occupaient aussi tous les jours. Voilà, donc ça faisait 20 ans, il y avait cette histoire d'aller à Bruxelles, il était temps de faire autre chose. Ouais. S'exiler à Bruxelles à 20 ans, oui, à 40 ans, non. Oui. Puis, je te dis, Jean ne travaillait plus, donc c'était aussi différent. Moi, j'étais content de collaborer avec Jean. Avec les nouveaux dessinateurs, c'est pas qu'il n'était pas sympa, hein, mais c'était autre chose. Le style avait un peu changé aussi, donc
écoute, voilà, tout a une fin, mais je suis toujours fan de Michel Vaillant, et ça m'a fait rêver, et ouais, c'est bien comme ça. Donc ça fait 20 ans, tout juste, que tu es illustrateur indépendant. Alors, en quoi consiste... Non, ça fait 40 ans. Oui. Alors ça fait 20 ans que tu as quitté que tu ne travailles plus pour... de dire ça, mais... Ça fait 20 ans que tu ne travailles plus pour Michel Vaillant. Du coup, aujourd'hui, ton activité, c'est quoi ? Eh bien, c'est beaucoup d'affiches de courses. Affiches de courses... et puis des illustrations pour qui veut, en fait. Ça peut être pour des magazines, ça peut être pour des constructeurs, ça peut être pour tout ce qui gravite dans le milieu de l'automobile. Par exemple, là, aux 24 heures du Mans, aux dernières 24 heures du Mans, j'ai beaucoup travaillé pour Total, qui a sur place, sur le circuit, un gros réceptif, un gros bâtiment où ils reçoivent du monde. Et voilà, ça fait plusieurs années d'ailleurs que je fais pour eux des illustrations qui remplissent les murs du réceptif, donc qui sont imprimées en très grand sur les murs, tu vois, en 6 mètres, 8 mètres, pour décorer les lieux. Donc c'est un exemple. Chez Total, c'est rigolo. Tu vois tes dessins en grand sur les murs, c'est très flatteur. Mais tu les vois aussi sur les sets de table, sur les gobelets, sur les coussins, sur les canapés. C'est marrant ça. Enfin, tu vois, c'est exploité de plein de manières différentes, donc c'est très sympa. Après, tu vois, une BD comme Michel Vaillant, c'est très chouette aussi, mais tu pars pour un tunnel de travail, pour des mois. Et encore, je parle de Michel Vaillant, mais... Il y a beaucoup plus récemment, tu as peut-être vu, j'ai travaillé sur une bande dessinée qui est l'adaptation du film Le Mans de Steve McQueen. Là, c'est 1 an et demi de travail. Donc tu pars dans un tunnel comme ça, faut quand même être motivé, quoi. C'est un peu épuisant. Donc les illustrations que je fais pour des affiches, bah, là c'est beaucoup plus varié, et puis voilà, tu te donnes sur un truc pendant 15 jours et puis après tu passes à autre chose, donc c'est plus reposant un peu. Est-ce que ça t'arrive de travailler pour des particuliers aussi qui te font des commandes ? Oui, bien sûr, les particuliers qui ont des belles voitures et qui veulent un tableau de leur voiture. Parce que je te disais que je faisais beaucoup d'affiches, mais je fais aussi maintenant, ça c'est plus récent, des illustrations qui sont destinées à être produite en tableau, quoi, en lithographie ou en tableau imprimé sur plexiglas. Donc là, ce sont des séries limitées, numérotées, signées, que je vends aux particuliers, effectivement. Où j'ai un site internet sur lequel on peut commander en ligne. Je mettrai le lien dans les commentaires du podcast. J'y compte bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, moi derrière j'ai toujours été nul en dessin, quel est ton processus de travail, quelles sont les étapes pour arriver à une belle illustration ? Bah écoute, école Jean Graton, hein. C'est des photos des photos de ce que je vais avoir à dessiner, des photos de voitures, des photos du décor, et puis après tu fabriques une scène avec tout ça. Et après, je fais un dessin au crayon de tu commences avec un crayonné, traditionnel sur papier. Je scanne mon dessin et je mets la couleur à l'ordinateur. D'accord. Avant, je faisais ça au pinceau, à l'encre, à la gouache. Mais honnêtement, l'arrivée de l'informatique et de l'ordinateur a été une bénédiction pour moi parce que c'est moins stressant que le pinceau, parce que quand tu as le droit à l'erreur, tu peux essayer plein de choses. Une fois que c'est terminé, tu peux encore retoucher tout ce que tu veux, assombrir une ombre, éclaircir un truc, changer un rouge pour un bleu s'il le faut. Dans mon travail d'affiche, de pub, ça arrive quand même régulièrement qu'il faille changer des choses. V1, V2, V3, V4, version 4 définitive. Quand tu as fait une peinture au pinceau
et que on te dit bah non, la Ferrari rouge là finalement elle va être bleue parce que le sponsor a changé, ah bah ouais, t'as plus qu'à refaire tout refaire quoi. Donc voilà, maintenant avec l'informatique c'est un confort. Est-ce que tu as encore des gens qui te demandent vraiment un crayonné, un truc à l'ancienne sans Il y a des sans gens qui ordinateur? aimeraient bien m'acheter mes originaux, Ouais. mais il n'y a plus d'originaux finalement. Enfin, il n'y a plus qu'un original au crayon. Ouais, oui. Il n'y a plus d'originaux en couleur, donc c'est le seul truc qui est un peu dommage, parce que c'est vrai qu'un original c'est beau et ça a une certaine valeur. Mm-hmm. Mais j'ai fait mon deuil des originaux. Les avantages que j'ai avec l'informatique prennent le pas sur le reste. Et puis je travaille aussi avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Ménard, qui m'aide beaucoup pour les couleurs, donc il me fait une grosse partie des couleurs. Ça c'est aussi très important parce que ça me permet d'aller plus vite et de faire plus de choses. Sinon je pourrais pas assurer toujours ce qu'on me demande, je serais obligé de refuser des choses. Donc d'avoir quelqu'un comme ça qui connaît bien l'automobile, donc c'est précieux. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je peux pas dévoiler tous mes petits trucs non plus, tous mes petits secrets. Mine de rien, on est quand même assez nombreux dans l'illustration automobile. C'est vrai. Après, on a tous des styles différents. Mais il y a du monde, de plus en plus. C'est vrai. Quand j'ai débuté, il n'y en avait pas autant, franchement. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent aussi. Donc c'est bien, on a tous nos styles, mais bon, malgré tout, il y a quand même une certaine concurrence en vérité. Voilà, là tu vois, on parlait d'affiches, je viens de terminer l'affiche du Trophée Andros. J'ai fait quelques affiches du Trophée Andros il y a très longtemps, et puis après on n'a plus rien fait ensemble, et puis là Max Mammers qui organise le trophée, ça va s'arrêter le Trophée Andros en fait, ça va être la dernière saison là, et donc il m'a dit pour la dernière ça serait sympa que ce soit toi qui retour un petit peu à la case départ, parce que les dernières affiches c'était des photos. Donc là il a eu envie de revenir à l'illustration pour la dernière, que ça fasse quelque chose d'un petit peu collector. Parce qu'il y a des gens qui recherchent les affiches. Ouais, bien sûr. Ouais. Et les affiches que je fais pour plein d'événements, comme les Classic Days, que ça te dit peut-être quelque chose. Oui, je vois très bien. Il y en a, les affiches sont éditées pour l'événement, puis après il n'y en a plus, donc il y a des gens qui recherchent ça aussi. Ouais, faut dire qu'elles sont très belles. C'est gentil. Bon, voilà, chers auditeurs, vous avez eu un petit scoop là, en fait, faut le garder pour vous, vous le dites à personne d'autre. Justement, chers auditeurs, vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, et j'annonce les invités à l'avance, et du coup, vous pouvez leur poser des questions. Et mon cher Guillaume, tu as plusieurs questions, notamment la première du Novichok. Quelle voiture préfères-tu dessiner, et pourquoi la Porsche 911 ? Parce qu'apparemment, sur ton site, il y a beaucoup de Porsche 911. Est-ce que c'est vraiment un coup de cœur ? Celle que je préfère dessiner, c'est pas du tout la 911. S'il y a pas mal de 911, c'est parce qu'on me les demande. Oui. Il y a beaucoup de fans. Alors, à la base, je suis pas très fan de Porsche. Mais je le deviens de plus en plus, et notamment toutes les récentes, je commence vraiment à bien aimer. Elles sont vraiment incroyables. Mais on oppose toujours un petit peu Ferrari et Porsche. Moi à la base je serais plus Ferrari, comme Beatles ou Stones. On a le droit d'aimer les deux. Non, moi à la base mon cœur est plus Ferrari, mais c'est vrai que il y a plus de Porschistes. Oui, donc, bien sûr. Oui. On me demande beaucoup de Porsche, et c'est vrai que je commence à bien aimer les dessiner. Même les anciennes, enfin les Porsche de course, les 917, tout ça, c'est terrible, j'adore. J'adore d'ailleurs les années 70, c'est ma période de référence, toutes catégories confondues. Endurance, F1, rallye, c'est terrible. Mais sinon, c'était quoi la question ? Quelle est la voiture que je préfère dessiner ? Oui.
C'est pareil, si tu veux, les anciennes, j'étais pas hyper fan des anciennes, mais j'en fais beaucoup parce qu'on m'en demande. Et il y a de plus en plus d'événements automobiles Bien sûr. historiques. Et je me suis rendu compte que ça faisait des beaux dessins. Donc finalement, maintenant, j'aime bien. Ouais. Je préfère conduire les modernes, mais dessiner les anciennes, c'est très sympa. Quelle voiture je préfère dessiner? Je sais pas, il y en a plein, mais je crois que... Ouais, mais les deux voitures, si je devais sortir deux voitures de la production automobile mondiale, ça serait la Ford GT40 et la F40. Ouais. Ces deux voitures, c'est... Je sais pas d'où ça vient, mais c'est un truc, ça te fait dresser les poils. Oui. Bon, peut-être en fait c'est pas du tout original, parce que je pense qu'il y en a plein qui... C'est deux voitures que tout le monde aime. Bah oui. Alors ça, tu vois, c'est pas mal, parce que je pense que j'ai les mêmes goûts que tout le monde. Donc, quand je fais des illustrations pour les vendre en tableau, je suis pas ce que j'aime, c'est la même chose que tout le monde. Donc j'ai certains, tu vois, il y a des gens qui font qui ont envie de dessiner des voitures parce que ça leur parle, mais ça intéresse personne. Ouais. Moi, celle que j'aime, c'est celle qui intéresse le plus grand nombre aussi. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors ton créneau, ton style, c'est quoi? Est-ce que c'est un peu l'hyper-réalisme? Il y a vraiment un souci du détail? Non, c'est pas l'hyper-réalisme. L'hyper-réalisme, c'est vraiment le truc où si tu mets pas le nez dessus, tu as l'impression que c'est de la photo. Ouais. Alors, c'est un domaine qui est... Enfin, ceux qui font ça sont très forts, mais moi je veux surtout pas qu'on ait l'impression que c'est de la photo. Parce que je trouve ça... Ouais, je veux qu'on voit le dessin, quoi. Donc effectivement, j'ai des choses qui sont de l'illustration assez poussée. Donc c'est vrai que de loin, tu peux te dire, tiens... Parce que les voitures, à chaque fois, elles sont, que ce soit pour les formes, les couleurs, jusqu'au moindre détail, elles sont d'une précision chirurgicale. Ouais, mais quand tu mets le nez dessus, tu vois bien que c'est du dessin et pas de la photo. Et ça, j'aime bien, quoi, le côté... qu'on sente l'illustration quand même derrière. Mais oui, j'ai un côté perfectionniste un peu, donc j'essaie de pousser assez loin l'illustration. C'est l'école Jean Graton. Oui, après Jean Graton, c'était pas aussi poussé que ça, en vérité, mais par contre, l'école Jean Graton, c'est le mouvement, quoi. C'est la vitesse, le mouvement. Les onomatopées écrites en gros. Ça. Faut qu'il y ait de la vie. Oui. Et la vie, ça passe aussi par le pilote qui est dans la voiture. T'as pas mal d'illustrateurs où tu vois pas trop ce qu'il y a derrière le pare-brise. Et ça, c'est dommage, parce que c'est ça qui donne de la vie au dessin, tu vois. Alors j'ai une autre question de Martin. Alors on s'éloigne un peu du dessin proprement dit, mais pas vraiment. C'est quoi un beau design automobile à tes yeux? Écoute, c'est compliqué de répondre à ça, parce que... Mais non, mais c'est les goûts et les couleurs, en fait. Chacun a... Est-ce qu'il n'y a pas une... qui lui parle, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une... Moi, un fondamental qui est des fondamentaux qu'il faut respecter pour avoir un beau design? Moi, je sais ce qui me plaît, mais c'est pas la vérité absolue, si tu veux. Quand je dessinais pour Vaillant, il y avait un cahier des charges pour dessiner les Vaillantes, les modèles de Vaillantes et les modèles de Leader. Et le cahier des charges pour les Vaillantes, il me plaisait bien. C'était simple, il fallait que la voiture soit élégante et racée. Moi, c'est un peu ce que j'aime. C'est vague, hein, quand même. En plus, c'est extrêmement subjectif, donc... Ouais, mais en gros, il faut qu'elle soit belle, mais qu'elle ait ce truc un peu de sportive qui plaît au plus grand nombre. Après, tu as des gens qui aiment plus le cahier des charges Leader, qui va être agressive, méchante un peu, qui est le style Lamborghini, quoi. Ouais. T'as le style Ferrari qui va être artistique, quoi. Une Ferrari, c'est une œuvre d'art.
et t'as le style Lambeau. Enfin, je prends ces deux exemples. Hein. C'est génial que les deux existent, en fait. Mais tu vois, c'est vraiment pour les goûts de chacun. Ouais. Donc moi, je suis plus dans le style la beauté de l'objet, donc un peu plus Ferrari, tu vois. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui jurent que par Porsche. Pour moi, les Porsche, c'est des voitures fantastiques. Mais c'est pas un objet d'art. Tu vois, Luca Di Montezemolo, qui était le président de Ferrari pendant longtemps, j'adore ce qu'il disait. Il disait, nous, on vend pas des voitures, on vend de l'émotion. Bah, pour moi, c'est ça, quoi. Tu vois, un beau design, c'est de l'émotion. C'est un truc tu peux pas l'expliquer. Mais après, l'émotion, c'est comme pour la musique. Chacun, on n'a pas tous la même chose qui nous fait dresser les poils sur les bras, quoi. Donc, c'est subjectif. Alors je crois savoir, et d'ailleurs je le sais, mais d'autant que nous sommes reçus par tes amis de Motors Gallery dans les Yvelines. Il y a une très belle collection de voitures, hein. Si vous avez un peu de sous et que vous voulez une belle voiture, il y a de quoi faire ici. Et dans le bureau, il y a une illustration inspirée, on va dire, d'un film très célèbre. On parlait des 24 heures du Mans tout à l'heure. Là, il y a Steve McQueen, tout le monde a compris de quoi on parle. Tu es un passionné de cinéma et de bagnole au cinéma en particulier. J'adore. Alors, est-ce que t'as, par exemple, là, j'ai une question de Dave qui demande quel est ton film de bagnole préféré. Alors, là, tu viens d'évoquer Le Mans de Steve McQueen. Ouais. C'est génial parce que j'adore cette époque. Et j'adore les voitures de cette époque. Et bon, le scénario du film n'a pas grand intérêt. Qui a sur un ticket de métro, oui. Par contre, c'est un super documentaire sur cette époque-là. Donc ça, c'est génial. Après, un film sur les voitures, il y en a eu plus récemment qui était vraiment bien, quoi. Je pense à Rush, évidemment, et je pense au Mans 66. Pourquoi ils sont vraiment bien, à mon avis? Parce que même si tu n'es pas passionné de voiture, tu peux aller voir le film et ressortir en disant « j'ai vu un super film ». Donc un film, en fait, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, quand tu sors, t'as vu un bon film. Donc, voiture ou pas, c'est ça qui est important. Donc, pour moi, les bons films de voiture, les derniers, c'est Rush et Le Mans 66. Ouais. Steve McQueen, c'est une icône, c'est une inspiration, Ouais, c'est super, j'adore, mais là, tu vois, c'est pareil, c'est pas original. Tout le monde c'est vrai, tout le monde aime Steve McQueen. C'est presque trop, maintenant, on voit le Steve McQueen partout. Oui. Est-ce que l'idée de bosser dans l'animation t'a effleuré un moment, justement? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas le même métier? Non, c'est pas le même métier. Non, par contre, tu vois, je regarde ce qui se fait dans les jeux vidéo actuels de voitures, bien sûr. C'est dingue. C'est hyper créatif, c'est super beau. Quand je vois ça... Tu pratiques? Non, pas du tout. C'est bizarre, hein, parce que je pourrais avoir un volant, des pédales. Oui. Alors, je sais pas pourquoi je pratique pas, en fait. Peut-être pas le temps. Non, mais je crois que c'est trop chronophage. Ouais, J'ai déjà essayé, mais là, je pense que tu passes des heures. Je confirme. Donc, non, mais c'est bluffant. Hein. J'ai fait des essais. Quand tu as le casque sur les oreilles, je me souviens avoir fait des tours... au Nürburgring et sentir dans le volant la piste et dans ton casque tu entends l'air sur la carrosserie, tu sens la voiture bouger, t'es dedans, mais c'est pas possible, quoi, t'y passes la journée. Mais par contre, ouais, ça peut m'inspirer, ça peut même être une source de documentation pour des décors parce que c'est ultra bien fait, les couleurs sont super belles. Ah oui, maintenant c'est photoréaliste. Hein. Ouais, mais c'est artistique, hein, c'est bien fait, hein, quand même. Parfois tu te dis, ce que je fais finalement, c'est peanuts à côté, quoi, presque. Ouais, il faudrait pas qu'ils se mettent à vendre leurs trucs en tableau. Surtout que c'est vrai que maintenant avec la puissance de calcul des ordinateurs et des consoles modernes,
t'as des reflets sur la carrosserie, des effets de lumière qui sont complètement déments, que tu peux pas faire sur un dessin, enfin c'est même pas en rêve. Tu pourrais, mais franchement, c'est très artistique, très créatif, hein, ce qu'ils font, des lumières de coucher de soleil, de trucs, waouh, tu te dis, tu prends une claque quoi, quand tu vois ça. Mais bon, non, l'animation, c'est pas pour moi, non. Non, mais je pense que j'ai la chance je vais passer à travers, en fait. Je vais être dans les derniers qui vont pouvoir encore vivre de l'illustration avant que tous ces ordinateurs, ces jeux vidéo et l'intelligence artificielle te sortent des trucs de dingue où c'est plus la peine de prendre un pinceau, quoi. Non, mais est-ce que tu... Enfin... Je veux dire, c'est pas parce que l'imprimerie est sortie qu'on a arrêté de peindre ou que la photo est arrivée qu'on a arrêté de dessiner. Non, mais c'est vrai, tu te dis aussi... Tu recherches la patte de l'humain aussi. Tu transmets quelque chose quand tu dessines. Sûrement. C'est ça que les gens y recherchent. Parce que oui, l'image parfaite, tu peux déjà la faire depuis des années avec des ordinateurs. Mais est-ce que c'est l'image parfaite qu'on recherche ? Je me demande si ce serait possible je sais pas, de rentrer des dessins à moi dans l'intelligence artificielle et que ça me sorte un nouveau truc, tu vois, que j'ai pas fait mais qui soit dans le même style. Ah, ça va sûrement être possible, c'est peut-être déjà possible, j'en sais rien. Je devrais creuser le truc, ça me ferait peut-être gagner du temps. Tu devrais essayer mid-journée, voir un peu ce qui ressort. Peut-être, hein. Alors je te parlais en introduction de ta récente collaboration avec Jackie X. Alors ça, faut que tu nous en parles et que tu nous racontes déjà comment tu as croisé le chemin de Jackie X. Après avoir travaillé avec ma première idole, Jean Graton, bah oui, c'est incroyable. C'est la deuxième idole. Non, mais c'est vrai que la vie te réserve des surprises des fois. C'est bien pour ça. Hein, oui. Bon, comme on disait, des surprises un peu provoquées, hein, quand même. Hein. Le destin, faut le forcer un petit peu. Hein. Jackie X, j'ai toujours adoré. J'ai toujours adoré parce que, au-delà de son palmarès, j'ai toujours adoré le personnage. Au travers de ses interviews, de sa manière de parler. Son côté gentleman. Il est charismatique. Et il a un discours toujours très posé, très intelligent, Et très positif aussi, je trouve. Ouais, très positif, très serein, il dégage une sérénité, et puis il dégage une bienveillance, en fait. Ouais, c'est vrai. Et alors, c'est génial, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer sur les Classic Days, hein, grâce à son organisateur Benoît Abdelatif, à qui je dois beaucoup. Et donc, j'ai rencontré Jackie X, et j'étais... C'était très émouvant en fait pour moi, parce que quand t'as quelqu'un qui est une espèce d'idole depuis que t'es tout jeune et que tu le rencontres, c'est forcément émouvant. Mais ce qui était bien avec Jackie X, c'est que en fait c'est émouvant et ça peut être décevant aussi. Tu vois, tu peux rencontrer des gens que tu idolâtres et puis en fait tu les rencontres et tu te dis finalement t'es déçu. Tu peux être déçu par le personnage. Et Jackie X, c'était génial parce que non seulement j'étais pas déçu, mais c'était au-delà de mes espérances. Il est tellement bienveillant, cet homme, que j'ai adoré. Et quand je l'ai rencontré la première fois, j'étais avec mon épouse. Et mon épouse, elle savait même pas qui était Jackie X, tu vois. Pour elle, elle ne connaît pas du tout, donc elle n'était pas influencée par la notoriété du personnage. Et tout de suite après, elle m'a dit « Mais il est incroyable cet homme, mais quel charisme il dégage !» sans savoir qui il était. Donc tu vois, c'est pas un truc juste parce que t'es fan, quoi. Objectivement, il a quelque chose, cet homme-là. Donc voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a eu l'occasion de se côtoyer, j'ai fait des séances de dédicaces avec lui. Tu sais, t'es là en train de signer avec Jackie X, et puis t'as ton esprit qui sort de ton corps et qui regarde la scène de l'extérieur et qui te dit mais c'est incroyable, t'as envie de qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est pas moi, t'as envie de te pincer. Bon, c'est aussi les côtés sympas de ce métier qui permettent de rencontrer des gens comme ça. Bon, puis voilà, donc avec Jackie,
Voilà, c'était vraiment très très chouette. On s'est vu plusieurs fois et puis je lui ai proposé voilà, de faire une petite série de tableaux consacrés aux grands moments de sa carrière. Et comme ce que je faisais avait l'air de lui plaire, il a accepté qu'on fasse ça ensemble de faire une petite série numérotée dont il a signé les certificats d'authenticité. Voilà, donc Donc il donnait son avis sur ce que tu faisais, il disait c'était une co-construction. On a fait une petite liste ensemble des thèmes qui pouvaient être intéressants. Et voilà, j'ai fait des illustrations sur ces thèmes-là, qui sont toujours des moments... enfin, il y a une histoire sur chaque tableau, en fait. Tu vois, on a fait un tableau sur le Dakar quand il était coéquipier de Vatainen sur les Peugeot 405. Il y a une histoire, c'est l'histoire de la pièce de 10 francs avec Jean Todt, ça parlera je pense à tout le monde. On a fait un tableau sur sa victoire au Mans en 1977. C'est pareil, je vais pas te raconter l'histoire là, mais il y a une vraie histoire. À chaque fois, c'est pas juste un tableau pour faire beau, il y a un vrai truc derrière. Donc c'était vraiment, pour moi, de faire ça, c'est très émouvant, c'est formidable, quoi. On a l'impression que tu es toujours pas redescendu de ton nuage. Oui, parce que non, mais quand j'ai mon téléphone qui s'allume, où je vois marqué Jackie X, où j'ai un mail dans ma boîte mail Jackie X, même si on se connaît un petit peu maintenant et que ça te fait toujours un truc, quoi. Non, mais je sais même pas quoi dire, quoi. Non, mais je crois que t'as tout dit. C'est très émouvant. C'est bien, c'est un cadeau de la vie. Voilà, c'est les petites cerises sur le gâteau du travail que je fais. J'aurais adoré être pilote, et j'aurais adoré faire partie de ce cercle. Ouais, de ce cercle. Donc j'en fais pas partie, mais voilà, j'ai des petites. Mais t'es juste à l'entrée, des petites compensations comme ça, tu vois. Tu sais, quand t'auras envie d'être copain avec tous, quoi. Alors Jackie X, il y a une relation vraiment sympa que j'adore. Et puis il y en a d'autres aussi que j'ai rencontrés, que j'aime bien, tu vois, comme Jacques Lafitte, que je vois quand même régulièrement et qui fait partie de ceux qui m'ont donné le goût de la course automobile aussi. Donc, et puis qui est un sacré personnage aussi. Ouais, qui est un sacré personnage. Il y a des gens comme Alain Ferté, dont on a parlé tout à l'heure, qui m'a beaucoup appris derrière le volant, lui, qui est un personnage aussi vraiment sympa comme tout. Donc voilà, je fais pas partie du cercle des pilotes, mais voilà, j'ai ces petits cadeaux là d'en côtoyer quelques-uns. C'est le diagramme de Venn, il y a une petite intersection entre les deux mondes. De toute façon, le dessin, c'était le moyen d'être dans ce milieu de la course automobile. Bien sûr. Voilà. Bon Guillaume, on arrive à la fin de cet entretien, mais on va pas se séparer comme ça, tu vas avoir droit. J'aurais jamais cru qu'on pourrait faire 1 heure. Mais c'est ce que tout le monde me dit, hein. Non mais t'es sûr, je rien à raconter et tout, puis à chaque fois on fait 1 heure, des fois 2, hein, donc tu sais. Donc les questions rituelles en conclusion du podcast, il y en a 4. Oui. La première c'est, est-ce que tu fréquentes les sites de petites annonces automobiles, et si oui, quelle est ta dernière recherche ? En fait non, je fréquente pas tellement. T'as peur de faire une bêtise ? Non, mais si à une époque j'ai regardé beaucoup parce que à une époque où il y avait encore des Ferrari qui étaient abordables. Oui, c'était il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Honnêtement, il y a quoi ? 7-8 ans. Il y a 7-8 ans, une Ferrari 355, ça coûtait 35 000 euros. Ouais. Une Testarossa, ça coûtait 50 000 euros. Tu vois, en peu de temps, ça a bien changé. Il y a seulement 7 ans, une Testarossa à ce prix-là ? T'es sûr ? Oui, à peu près. Ouais. Non, vraiment, hein, vraiment. 7-8 ans, une Testarossa, ça valait 50 000 euros. Ouais. Donc je regardais à cette époque-là. Maintenant... T'es découragé. Ouais, je regarde plus vraiment, non. Bon, je t'ai quand même vu arriver ici, alors que ça certes pas avec une Ferrari, mais quand même avec une belle bavaroise, avec un 6 cylindres qui chante bien.
Oui, oui, le coupé Z3M. Ça vaut pas le prix d'une Ferrari, mais c'est assez sympa. Ouais. Ah oui, oui. C'est une voiture que j'ai toujours bien aimée. Quand elle est sortie, je me souviens, j'étais allé faire un tour avec le fameux Jean-Michel Juchet, justement. Elle venait de sortir la voiture et c'était pas du tout dans mes moyens. Et quelques années après, et ben, écoute, je m'en suis souvenu quand c'était beaucoup plus abordable. Et c'est une voiture qui a plein de défauts, Ouais. mais qui a un charme fou. Il y a une gueule déjà. Qui a une gueule, Ouais. qui a un moteur de dingue, Ouais. et qui n'en finit plus de pousser avec une mélodie incroyable. Voilà, j'adore, t'es sous le charme. Et ça tient pas très bien la route, ça freine pas très bien, mais c'est terrible. Quel est ton meilleur souvenir de road trip? Écoute, là je suis obligé de penser forcément à mon ami Jackie Lignac, qui est un restaurateur du bassin d'Arcachon et qui faisait les championnats de France de rallye tout-terrain, et avec qui j'ai fait des milliers de kilomètres en Afrique, sur des rallyes africains, au Maroc, en Algérie, et en 4x4. Et on a traversé le désert en long, en large et en travers avec Jackie pour des rallyes africains, en fait. Des rallyes organisés par Jean-Claude Bertrand. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est le père des rallyes africains. C'est lui qui a inventé les rallyes du style Dakar. Et Jean-Michel Ciné aussi. Avec cet ami Jackie Lignac, on faisait partie de l'organisation. Et on emmenait des photographes, des journalistes sur les pistes, sur le parcours. Donc on faisait le même parcours que les concurrents, pas tout à fait à la même allure. Mais voilà, et on s'arrêtait pour faire des photos. Et on a fait des milliers de kilomètres comme ça. Et ça, c'était fantastique. Ouais. Parce que tu bouffes de la piste, c'est sympa quand tu aimes... rouler, mais aussi tu découvres les gens qui sont là-bas, les paysages, et ça, c'est ça qui a aussi beaucoup transformé la manière de voir les choses de Jackie X, l'Afrique. Et quand tu passes du temps en Afrique, ça te remet les idées en place pour plein de choses. Ouais. Donc voilà, les road trips, je suis obligé de penser à tous ces kilomètres parcourus dans le désert, de jour, de nuit. Est-ce que ça t'a inspiré aussi pour ton travail ? J'ai pas fait beaucoup de dessins sur les rallye raids, j'en ai fait un petit peu, mais les quelques fois où j'en ai fait, c'est très chouette, ouais, parce que t'as des beaux paysages, t'as du sable qui vole, des cailloux, tout ça, donc ça fait des beaux dessins. Ouais. Ton garage idéal, 4 voitures, le budget illimité, il faut quand même que ça corresponde à peu près à ta vie, à tes besoins. Ah là là. Vas-y, c'est moi qui régale. 4. Ouais. Bah, dans mon garage, déjà, on peut mettre qu'une voiture. Mais non, j'adorerais... on est dans une vie fantasmée, là. Ouais, donc j'adorerais avoir des grands garages, tu sais, avec des doubles portes, comme aux États-Unis. Là, oui. Bon, t'as envie de mettre plein de trucs, mais je vais mettre une F40. Ouais. Parce que... Dans mon garage idéal, il y a une Ferrari à moteur central arrière. Donc ça pourrait être une récente ou même une 458, tout ça. Mais bon, une F40, pour moi, c'est le truc que j'aime. Après, je mettrais une petite sportive légère du style Lotus Exige ou Alpine, la nouvelle Alpine. Et puis je mettrais une grosse... une Mustang, tu vois, ouais. Un truc dans ce genre, mais une récente, parce que j'aime bien les anciennes, mais je préfère conduire les récentes. Ouais. Une bonne Mustang. Et il t'en reste une. Il m'en reste une. Alors, soit je mets une autre voiture, mais je mettrais bien des motos, en fait. Ouais. Moi, pourquoi pas. Ah ouais, non, mais je mettrais 3 motos. Moi, j'adore les motos aussi. Hein. Alors, faut en choisir une. Parce que j'aurais mis une enduro, un gros trail ou une sportive. Ah bah d'accord. Déjà, je tolère une moto. D'habitude, je tolère pas une moto, mais je fais une exception pour toi. Non, bah une moto. Allez, on va pas dire laquelle, je sais pas, parce que j'ai plein de... Mais ouais, allez, bon, une Kawa ZXR. Allez.
Et je mettrais mon VTT Lapierre aussi. Un VTT léger, en carbone, j'adore. Ça, tu le mettras sur le toit de la Mustang. Ouais, c'est ça. Et alors, la dernière question, et c'est la plus dure, si tu ne devais conduire qu'une seule voiture, c'est jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait? Ah, mais attends, mais c'est horrible comme question. Ah oui, elle est dure celle-là. Tout le monde me dit ça. Alors, là, je vais... Ben là, en fait, on va plus être dans le trip des belles voitures, parce que là, je pense qu'il faudrait une voiture qui peut t'emmener partout. Bah oui. Tu peux tout faire avec, t'as pas peur de l'abîmer ni de la salir, donc tu peux dormir dedans. Et je pense que je garderai mon Dacia Duster. Tu es le troisième à me sortir une Dacia, et le précédent, c'était François Roudier, juste dans l'épisode d'avant, qui a une... Alors lui, il a une Sandero Stepway, et il dit bah ouais, Sandero Stepway GPL, ça très bien. Non, je garderai mon Duster, ou mieux encore, mais je suis en train de lorgner sur le Dacia Bigster. Ah oui, le plus gros. Voilà, parce que le Duster, c'est bien, mais un petit peu plus gros serait mieux. Donc voilà, un truc dans ce genre. Et ouais, je pense que c'est... Et comme ça, tu peux retourner en Afrique avec. Ouais, tu peux tout faire. T'as pas peur de l'abîmer. Ouais, voilà. Ça marche, tu tombes pas en panne. Ah, voilà. Voilà, c'est décevant. Non, mais moi je porte pas de jugement, mais ça me fait juste marrer, c'est génial, parce qu'effectivement t'as les gens qui partent dans des trucs, ouais, la McLaren F1 jusqu'à la fin de mes jours et tout, puis à l'autre extrême t'as les Dacia, mais c'est probablement plus intelligent, hein, parce que une McLaren F1 quand t'as 80 ans pour descendre dedans ça devient compliqué. Non, mais je pense que j'aurais budget illimité, il y aurait un Duster dans mon garage, quand même. Bah oui. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, tu vas pas chez Lidl avec ta McLaren F1 non. Ou ta F40. Non, puis j'aime bien aussi l'idée de rouler dans une voiture un peu comme ça, basique, mais de savoir que dans ton garage, t'as des petits bijoux, tu vois. Et puis rester un peu au contact de la réalité, quand même. Ouais, c'est ça, t'es incognito dans ton Duster, mais tu sais que quand tu veux te faire plaisir, t'as les petites perles dans ton garage. Eh ben Guillaume, merci infiniment. C'est moi qui te remercie, Vincent. Alors on te retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Oui, c'est ça. En fait, je suis pas très actif là-dessus, il faudrait que je le sois plus, mais oui, je suis quand même sur Facebook, oui. Et sur le site guillaume-lopez.com. guillaume-lopez.com, bravo. Et tous les liens seront dans la description de l'épisode en tout cas. Merci de m'avoir consacré ce temps, c'était un plaisir et un honneur. L'honneur était pour moi, sincèrement. Merci infiniment Guillaume, et j'espère à bientôt. Merci Vincent. Salut. Merci d'avoir écouté ce 61e épisode d'Histoire d'Auto, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous sur les plateformes de podcasting et aussi sur YouTube. Et si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu 5 étoiles, ça aidera à faire découvrir ce podcast à d'autres gens. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. Si vous voulez m'envoyer un message, c'est histoiredauto au pluriel @gmail.com. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode d'Histoire d'Auto. À bientôt et bonne route, ciao.